Tip top. Hello, hello. Bonjour à tous. Andrea, vas-y. Vas-y, voilà, ça devient la running joke de notre podcast. Déjà, bienvenue. Merci. Fiona de nous avoir accueillis en fait chez toi aujourd'hui pour tourner ce podcast. Alors, je pense que le plus naturel, ce serait déjà que tu te présentes. Oui, avec plaisir. Alors écoutez, je suis Fiona Sidbon, donc j'exerce dans le digital depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être 13 ou 14 ans, je ne compte plus. Et puis, je suis en Suisse depuis 7 ans, indépendante dans le marketing digital, où j'ai mon agence de communication digitale. Donc là, c'est ce que je fais actuellement, et j'ai travaillé pendant plusieurs années, une dizaine d'années, en agence digitale à Paris. Mm-hmm. Toute spécialisée dans la performance, je vous en parlerai. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi, on va dire, l'élément déclencheur où tu t'es dit, vas-y, je me lance, j'ouvre ma propre boîte? Très bonne question, c'est les déceptions. Les déceptions, elles génèrent souvent un élément déclencheur, mais tout comme les joies. Et les déceptions professionnelles, elles t'obligent à aller dans tes retranchements. Et en fait, il s'avère que, moi, j'étais salariée pendant des années, dans une boîte dans laquelle je me sentais extrêmement bien, très familiale, vraiment il n'y avait rien à dire. Et j'ai pu évoluer avec eux, j'ai fait pas mal de choses. Il y a des gros contrats qui se sont signés, on était tous très contents. Et à la fin, pour moi, il y avait un manque de reconnaissance, mais c'est peut-être moi qui cherchais une reconnaissance aussi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et je m'y suis pas retrouvée. En tout cas, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais. L'aspect financier, je l'ai retrouvé, mais j'attendais plus. Et en même temps, quand on est jeune, on cherche tout. Je vais faire un petit parallèle avec les hommes pour faire rigoler tout le monde, mais plus on est jeune, plus on cherche tout chez un homme et on veut tout parfait. Et plus on évolue, plus on sait exactement ce qu'on veut. C'est un petit peu la même chose. Je cherchais tout dans ce boulot. Je voulais la reconnaissance, je voulais l'argent, je voulais la vitesse, je voulais tout parce que j'étais jeune. Et à la fin, la reconnaissance, je l'avais pas en tout cas à la hauteur de ce que je voulais. Mais c'est pas pour autant qu'on me l'a pas donné avec du recul. Je pense qu'on m'a donné ce qu'il fallait. Et à un moment donné, je me suis dit stop, moi je donne tout à cette boîte. J'ai plus de vie privée, je génère des chiffres de fou. C'est pas juste, avec un sentiment de révolte, d'injustice, mais que peuvent avoir les jeunes encore une fois. Et je me suis dit, les comptes que je gère, c'est des grands comptes, c'est des Adidas, c'est des, je ne sais pas si on peut dire des marques, mais c'est des grands comptes, peu importe que ce soit dans le textile ou pas, mais c'était des grands comptes. Et je me suis dit, si ces grands comptes, ils me font confiance pour leur stratégie marketing digital, parce qu'en fait, c'est ça, ils vous confient un budget et ils vous disent, maintenant avec ce budget, génère-moi ce qu'il faut. Donc, ils vous font confiance. Et je me suis dit, en fait, je dois avoir les reins suffisamment solides pour essayer. Deuxième chose, je me suis dit, OK, le compteur tourne. Quel âge t'as ? Tu veux des enfants ? Là, c'est très féminin, mais à un moment donné, tu vas vouloir des enfants. Si tu dois te lancer, tu te lances avant d'en avoir, parce que si tu te plantes, tu ne mets pas ta famille en péril. Donc, je me suis dit, OK, j'ai 28 ans, 27, 28 ans. Je pense que j'avais même 26, je crois. Peut-être que je n'aurai pas d'enfant avant 30 ans. Il me reste 4 ans devant moi pour me planter. Je les utilise pour me lancer. Donc, l'histoire du lancement, c'est ça. C'est marrant, c'est exactement ce que je suis en train de me dire maintenant. C'est que si je veux prendre des risques, c'est maintenant. J'ai 26 ans, parce que là, je commence à me poser et c'est un petit peu, plus tard, j'aurai plus trop les moyens parce que du coup, il faut avoir une certaine stabilité. Pour revenir sur ton parcours, c'est vachement impressionnant. Donc, tu as dit que tu as fait des grands comptes. Alors, c'est à toi de choisir si tu veux les citer ou pas. Mais c'est super impressionnant. Et du coup, tu as géré la stratégie digitale de ces comptes-là. Qu'est-ce qui revient le plus typiquement? Si moi, je dois venir vers toi pour une stratégie digitale, quelle est la première chose où tu vois tout de suite lui, il faut qu'il fasse ça? Alors, en fait, la première chose, c'est ta problématique. C'est-à-dire qu'en fait, aucun des comptes ne vient avec une même problématique, si ce n'est, on a tous une problématique commune, mais tous dans ce monde, c'est la rentabilité. Mais avant la rentabilité, chaque compte vient avec sa problématique. Donc, vous pouvez avoir un compte, j'ai cité un compte dans le textile, mais ça peut être un compte dans l'alcool, alors que l'alcool, ça se vend pas en ligne, ou en tout cas chez les distributeurs. Et vous pouvez avoir un alcoolier type Pernod Ricard qui vient et qui vous dit « Ok, j'ai une enveloppe de 150K, il faut me générer avant décembre tant de visites sur mon site parce que ça me fait tant de conversions, etc. » Il vient avec une problématique, il lui faut des visites parce qu'il lui faut des conversions.
Maintenant, si tu viens avec une autre problématique, t'es Clarence, t'arrives et tu dis, écoute, moi, j'ai des clients, j'ai une base de données qui est déjà existante, je connais mes clients, c'est des femmes qui ont entre 30 et 49 ans. Sur ma base de données, il y a 2 millions de femmes. Dans les 2 millions de femmes, il n'y en a que 300 000 qui sont actives. Qu'est-ce que je fais de cette autre base de données? Comment je fais pour la relancer? C'est une autre problématique qui n'a rien à voir. Ouais. Donc en fait, difficile de répondre. Mais en fait, pour répondre de façon générale, les grands comptes, ils ont des problématiques. Ces problématiques, ils les sous-traitent pour qu'on ait un côté omniscient qu'ils n'ont pas en interne, parce qu'en fait, en interne, tu exécutes, même s'il y a des stratèges à la direction, mais tu as le nez dedans. Nous, on n'a pas le nez dedans, on est payé pour regarder ce qui se passe et pour essayer de performer. Donc, typiquement, ton Pernod Ricard, on prend le même exemple, il te dit, voilà, j'ai une enveloppe budgétaire de 150 000, j'ai besoin de faire tant de clics. Tu regardes qu'est-ce qu'il a déjà fait, quelle stratégie il a déjà utilisée, combien de clics il est capable de générer avec telle et telle campagne, avec tel budget, et tu lui dis si c'est viable ou non, parce que parfois il y a des demandes qui ne sont pas viables, et il faut savoir aussi dire non. Et si c'est viable, tu lui dis ok, c'est viable, et voilà les leviers qu'il faut actionner, selon moi bien sûr, lui valide ou non. Et là où il faut être prudent, c'est qu'en fait, ok, on valide les leviers, on lance les campagnes, par contre il faut être alerte sur les ROI. Donc les ROI, c'est les retours sur investissement de ces campagnes. Et ça se mesure au jour par jour. On n'est pas obligé d'attendre de cramer le budget d'une personne pour lui dire « Ah bah désolé, ça n'a pas fonctionné ». On peut regarder jour par jour comment ça réagit. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les clics sont performants? Est-ce que les clics ont converti en lead? Est-ce que les leads ont converti en vente? Toutes ces informations vont nous permettre à nous, stratèges, de parfois réaffûter notre stratégie. Parce que parfois, la stratégie qu'on a posée au début, c'est pas celle qu'il fallait. Il faut être suffisamment humble pour dire, OK, on a tenté comme ça, mais non, on va... Et voilà, c'est ça la performance. Ouais, bah ça c'est souvent... je sais pas si tu veux intervenir, mais c'est souvent... quand on parle de stratégie digitale, tout le monde a tu vois, genre... si je dois me mettre à la place de l'entrepreneur ou de celui qui se lance, on a tout de suite cette idée de on va se lancer, on va révolutionner le monde, on va trouver tout plein de clients et ensuite il y a 0 clic sur le site internet. Donc typiquement, moi je suis ce genre de client, je viens et en fait ton rôle, tu vas réussir à définir une stratégie pour atteindre l'objectif. Typiquement, j'aimerais convertir 1500 clients sur ce produit-là. Et là, il y a des métriques que tu arrives à gérer, tu arrives à maîtriser pour arriver à ce but. Ouais. Bon, déjà, mon travail, c'est ça. Ouais. C'est clairement ça. Si on devait définir qu'est-ce que je fais et mon savoir-faire, c'est ça. Maintenant, c'est pas juste des métriques. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'arriver au stade où tu vas réfléchir à mettre en place tes campagnes pour ensuite regarder ces métriques chiffrées, il y a tout un avant. Et l'avant, c'est le branding. C'est-à-dire qu'en fait, tu disais, je suis un entrepreneur, je me lance et je suis typiquement ce mec-là qui lance mon site internet. Déjà, ton site internet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu représentes sur le marché? Est-ce que tu es un e-commerçant, donc tu vends en ligne? Est-ce que ton site internet, c'est un site vitrine parce que tu as une boutique dans la rue? Est-ce que tu as une boutique de... Je sais pas, moi, est-ce que tu as un institut de beauté? Est-ce que tu as une chaîne de magasins de sport? Tu vois? Et donc, si tu vends pas en ligne, c'est pas la même chose que si tu vends en ligne. Mmh. Est-ce que à côté de ça, tu n'es pas ça? En fait, tu es juste une enseigne et tu es dans l'énergie renouvelable et en fait, tu es une enseigne. Tu n'es pas un e-commerçant, tu n'es pas quelqu'un qui va vendre en ligne. En fonction de ce que tu représentes sur le marché, les stratégies que tu pourras déployer ne sont pas les mêmes. Nous, en tant que stratège, on doit pouvoir te dire... aujourd'hui, tu représentes ça sur le marché. Donc, tu représentes un e-commerçant, tu vends en ligne. Toi, tu as décidé, on prend l'exemple que tu vends en ligne. Tu es un e-commerçant. Tu es un e-commerçant dans quel secteur? On approfondit, quel secteur? Qu'est-ce que tu représentes sur ce secteur? Quelle est ta concurrence sur ce secteur? Comment tu peux te différencier? Est-ce qu'il y a besoin de se différencier? Et en fonction de qui tu es sur le marché que tu pénètres, la stratégie, elle va se jouer déjà au branding. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que tu existes. Avant même de générer des clics, si on n'existe pas, on n'existe pas. Ouais. Donc, le travail, il se fait bien avant, peut-être même de monter la société. Oui. Erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est un truc très intéressant. Merci, Merci de dire ça. Moi, ça va en mon avantage aujourd'hui d'entendre tout ça. Ah oui? Oui, parce que, comme tu disais, souvent l'erreur, c'est que les gens, ils sautent cette étape-là. Je t'ai coupé. Non, vas-y. Question, s'il te plaît.
Mais souvent, les entrepreneurs sautent cette étape-là, des fois par impatience, des fois par manque de budget. Et ils reviennent 3 ans plus tard, quand tout commence à un peu se casser la figure, en mode au secours. Et en fait, la raison pourquoi ils sont venus là, c'est parce que les bases n'ont pas été posées de branding, quoi. Bah ouais. Vous avez énormément d'expérience dans le marketing, le branding, les stratégies d'image, etc. Moi, je suis tout l'inverse. Je suis l'opérationnel, l'exécutif. Et justement, là, le projet qu'on est en train de lancer, moi, je suis tout de suite parti sur le mode il faut qu'on incorpore, il faut qu'on ait une entité juridique, il faut penser au statut, etc. Et là, mon associé me dit ouais, mais non, une entreprise, tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce que tu as besoin, c'est un logo, un site internet et tu peux communiquer aux gens ce que tu fais. Et je te dis quoi? Je pouvais pas croire qu'en fait c'était tellement difficile à assimiler le fait que une société, une organisation, en fait, en Suisse on a aussi la forme juridique, la société simple, où on s'associe juste simplement en parlant sur un but commun. Un site internet, un branding, une identité, ça définit déjà une organisation. Et tu peux déjà en fait travailler à partir de ça. Et tu poses déjà de bonnes bases, tu vois, pour ta projection future. C'est pour ça qu'on commence de là, en principe. Ouais, il y a ça. Et puis, c'est vrai qu'on parlait de cette erreur à pas faire, il faut pas ne pas exister avant de se lancer. Il faut exister. Mais il y a une autre erreur, puisque là, on parle de ton expérience. Exister pour exister, c'est-à-dire créer un logo et un site internet sans savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Exactement. Et pour qui, c'est une autre erreur. Et en fait, quand on fait une école de commerce, il y en a qui en ont fait, d'autres pas fait, etc. Mais ça sert en tout cas à ça. Moi, en tout cas, ça m'a servi à ça. Quand on fait une école de commerce, on t'apprend que pour entreprendre, tu dois poser un SWOT. Un SWOT analysis, c'est poser les forces, ouais. les faiblesses, la concurrence et le positionnement marketing de ta cible. Ça, c'est fondamental. Et peu importe en fait ce que tu fais, peu importe si tu as un petit site internet de vente en ligne de slips ou de bougies, tu dois savoir en premier lieu qui est ta cible, qui tu cibles. Très souvent, moi j'ai des entrepreneurs qui viennent et qui, en fait, j'ai une agence de communication digitale. Très souvent, mon point d'entrée en Suisse, c'est la création du logo, de la charte graphique et de l'image de marque de l'entreprise qui est en train de se créer, comme toi je crois. Donc c'est le point d'entrée. Ensuite, moi, une fois qu'ils m'ont confié ça, on fait plein d'autres choses ensemble. On fait le CRM, on fait les réseaux sociaux, on fait plein d'autres choses. Quand ça se passe bien, ils te suivent et tu les suis. Le point d'entrée, quand ils arrivent, très souvent, si tu t'assois avec eux, tu leur dis, écoute, tu es dans quel secteur d'activité, tu as pensé à un logo, tu as pensé une couleur, qu'est-ce que tu veux représenter, etc. C'est rare les fois où les gens te disent, non, j'ai pas d'idée. Ils savent ce qu'ils veulent, ils te disent, ouais, moi je sais, alors là, je l'ai vu, je l'ai même dessiné, je voudrais ci, je voudrais ça, etc. Par rapport à quoi tu t'es basé pour ça? Est-ce que tu t'es basé sur ta cible? Est-ce que tu sais qui tu cibles? Est-ce que tu t'es basé sur ton secteur d'activité? Est-ce que tu t'es basé sur l'étude concurrentielle que tu as fait et que tu t'es dit, là, il y a une faille chez mes concurrents, je vais faire différent? Jamais. Très souvent, l'entrepreneur, exactement. Il a des valeurs personnelles, des convictions personnelles. C'est ça qui est beau chez l'entrepreneur aussi, hein. J'en suis une. Et en fait, il y va avec le cœur. Et il y va avec le cœur et il dit, mais non, mais en fait, moi, là, c'est mon bébé. Donc, je suis en train de le créer. Donc là, je le vois, le truc. Je vois que en fait, c'est un cactus qu'il me faut et c'est un truc comme ça. Nous, on est là pour les accompagner. On n'est pas là pour les brimer. On n'est pas là pour dire t'as faux et c'est moche ce que tu fais ou c'est faux. Parce que c'est jamais faux, puisque c'est leur ADN qui va être transmis dans l'entreprise. Donc on doit le garder. Mais on doit garder cette fougue et la cadrer pour qu'elle corresponde à un vrai besoin marché. Et c'est ça notre travail, c'est-à-dire de passer du cactus que tu vas me confier en me disant moi je veux que ce soit un cactus mon logo, à ok on va garder la plante, on va garder le verre, mais en même temps c'est ça qu'il faut rajouter, il faut cadrer, il faut border, et il faut que quand on fasse des flocages sur des habits, il faut que ça ressorte, on va projeter le truc pour que finalement tu puisses te recentrer et en même temps exister sur ton marché et performer sur ton marché juste en ayant une identité qui correspond à un vrai besoin. Ou à un vrai besoin, ou en tout cas à un vrai positionnement concurrentiel. Donc déjà ça. Donc tu vois, c'est avant même de... Quand tu disais un site internet et un logo, oui, et encore que, pas dans n'importe quelle circonstance, pas n'importe comment, etc., etc. Oui, absolument.
Bah, c'est super patient. Moi, je suis rentré très tard dans ce qui rentrait typiquement tout ce qu'il faut prendre en compte dans une identité, dans un branding, etc. Et je trouve ça super impressionnant, tous les aspects à prendre en compte. Et oui. C'est drôle, en fait, je t'écoutais parler, et puis il y a 2 épisodes en arrière, je crois, justement, moi, je parlais exactement de ce même ADN, donc je pense qu'on a une vision... Ouais, une vision, en tout cas, très... avec des valeurs partagées, je pense, dans notre manière de faire. Est-ce que tu serais d'accord de nous donner quelques conseils, du coup, pour les entrepreneurs qui nous suivent? On va dire, quelle serait la meilleure marche à suivre pour approcher... une agence de marketing pour éviter, on va dire, les erreurs classiques. Ouais. Bon, alors, toute proportion gardée, parce que c'est des conseils qui n'engagent que moi, mais oui. Avec de mon expérience, ce que je dirais, c'est qu'en fait, c'est très difficile pour un entrepreneur de tout connaître. On ne connaît pas tout. Celui qui est ingénieur en informatique, en aéronautique, etc., il se lance dans ce qu'il connaît, mais il ne connaît pas le marketing, il ne connaît pas le digital. Et on ne lui demande pas d'ailleurs de le connaître. Par contre, quand on est entrepreneur, on ne connaît pas forcément la comptabilité non plus. Mmh. Mais si on ne s'y intéresse pas, on sous-traite tout à un comptable et puis on est obligé de faire confiance. Et s'il y a des erreurs, on est aussi fautif parce qu'on a délégué sans regarder. Et ben, c'est un petit peu la même chose, je dirais, pour le marketing et pour le digital. Demain, tu es entrepreneur, tu ne connais pas le marketing, tu es en train de le découvrir avec passion, etc. etc. Tu as ton enveloppe budgétaire, tu sais que tu vas recommencer avec 30K pour... t'as tes 30K et tu dois tout faire avec en marketing digital parce que c'est ton enveloppe budgétaire. Si tu prends ton enveloppe budgétaire et que tu dis à une agence « j'ai 30K, il faut tout me faire », en fait, pour moi, tu vas droit dans le mur parce qu'en fait, déjà d'une, l'agence, elle va faire ce qu'elle peut. Elle va faire aussi ce qu'elle veut avec sa vision à elle et qui est la sienne mais qui pourrait être une autre complètement différente d'une autre agence. Et en fait, tu ne pourras rien lui reprocher puisque tu lui as délégué cette chose-là. Et elle a fait de son mieux avec ce budget-là. En revanche, si tu t'es un petit peu intéressé avant au sujet, au même titre que je parlais de la comptabilité, tu t'intéresses un petit peu, et ben tu regardes en général combien ça coûte un site internet juste de vente en ligne en général dans ton secteur d'activité, combien ça coûte des publicités en ligne, est-ce que tu achètes au clic, est-ce qu'on achète au lead, quelles sont les modalités d'achat, qu'est-ce que ça peut te rapporter, quand j'achète au lead, est-ce que je peux convertir en vente? Il faut commencer à se poser ces questions avant d'aller dans une agence, parce qu'en fait si tu te les poses pas, l'agence elle va devoir faire le travail d'éducation. C'est ce qu'on est en train de faire quand on fait un podcast. Elle va être obligée d'éduquer son client. Et elle va l'éduquer comme elle le sent, comme elle le voit. Et elle va être obligée de lui dire, tu vois, là, il faut absolument que tu mettes sur tes 30K, il faut que tu mettes 10K en SEO, parce que SEO, c'est référencement Google. Parce que sans de référencement Google, tu n'existes pas. Bon, peut-être que toi, si on vient te voir, ou moi, si on vient me voir, je ne mettrai pas sur du un tiers du budget sur du référencement. Donc, je pense qu'en fait, il faut connaître les leviers. Et il faut essayer d'en entendre parler en écoutant des podcasts, en s'informant, parce que se lancer sur le digital, c'est plein de leviers. C'est le référencement naturel, c'est les réseaux sociaux, c'est du retargeting, c'est l'IA maintenant, c'est plein de choses. Et en fait, on va vous proposer ces plein de choses et vous ne les connaissez pas. Donc, moi, je dirais, essayez de connaître, en tout cas d'avoir entendu parler. Et ensuite... Deuxième conseil que je donnerais, quand on n'a rien du tout et qu'on a une petite enveloppe budgétaire, on ne va pas dans des grandes agences pour la reluisance, on va dans des agences raisonnables à la taille de son activité, tout simplement parce qu'en fait, l'agence, elle va te prendre au sérieux parce que pour elle, tu es un client. Là où tu seras un client parmi tant d'autres, noyé, entre guillemets, et d'ailleurs un client inintéressant d'un point de vue budgétaire pour une grande agence. Donc, tu vas dans une agence à la taille de ton projet. Dernier conseil, une agence pas trop spécialisée au départ. Moi, je n'irai pas dans une agence spécialisée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agences très spécialisées. Agences purement branding, agences purement réseaux sociaux, agences purement performance, etc. Et ils font très bien leur métier parce que c'est leur métier. Et quand tu te lances, tu as besoin de tout pour pouvoir faire de l'A/B testing, ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire tester un petit peu tout et voir ce qui prend le mieux dans ton cas. Et si tu travailles avec une agence purement réseaux sociaux, elle va essayer les réseaux sociaux. Elle va tout essayer sur les réseaux sociaux, mais elle va essayer les réseaux sociaux. Elle n'essaiera pas le référencement naturel, par exemple, ou le référencement payant. Donc moi, j'irai dans une agence généraliste à la taille
de mon entreprise. Voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Franchement, oui, c'est super intéressant. Après, c'est très personnel. Hein. Oui. Je suis quasiment sûre qu'il y aurait d'autres intervenants. Ils me diraient, moi, je ne partage pas. J'irai dans une agence ultra spécialisée parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est tout. Ce n'est pas mon point, en tout cas. Ce qui est sûr, encore une fois, de mon point de vue de novice dans le marketing, c'est que c'est impossible pour moi de maîtriser tous les outils. Où tu l'as justement dit, je dois pouvoir... en tout cas de mon expérience, comprendre pourquoi est-ce qu'en logo, pourquoi est-ce qu'il y a ces espaces, pourquoi est-ce qu'on doit aller se focaliser sur certains points. Mais il n'y a aucun moment où je pourrais me mettre en mode marketeur et me dire je vais commencer à faire le logo, etc. Et surtout, en fait, quand tu arrives avec le logo et le brand book et ensuite, après, aller dans des stratégies d'acquisition, tout va ensemble. Et quand tu as des agences spécialisées, c'est à toi de faire des liens entre guillemets avec ces agences. Donc soit tu as une CMO en interne ou tu as quelqu'un qui est spécialisé en interne. Ou alors si justement tu commences, effectivement, je pense que rentrer dans une agence qui est beaucoup plus globale permet de faire le lien entre tous les points. Voilà, moi en tout cas c'est mon point. Après je sais que c'est pas forcément partagé. En fait c'est comme tout, je veux dire on a tous un avis différent, on a un parcours différent, on a des expériences professionnelles qui nous prouvent parfois des choses complètement antagonistes. Donc c'est mon point, mais mon point c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait un entrepreneur il doit pas tout savoir faire, il doit pas tout déléguer non plus, il doit être le chef d'orchestre de tout. Et pour être le chef d'orchestre de tout, il doit quand même toucher du doigt un peu tout. Parce que, en fait, on ne lui demande pas de jouer la flûte traversière, mais il doit savoir quand est-ce qu'elle doit jouer, il doit savoir quand est-ce que c'est faux, quand est-ce que c'est pas faux. Il doit savoir quand lui dire de s'arrêter parce que c'est à la base de jouer. Et je crois que notre rôle d'entrepreneur, c'est ça. C'est chef d'orchestre. C'est tout à fait juste. Lionel te suit à 100%, elle l'a d'ailleurs dit. Ah oui? Ouais, c'est pas vrai. Dans un des... En fait, je suis pas sûre si c'est un podcast où tu me l'as dit comme ça, mais en tout cas, il m'a exactement parlé de... Chef d'orchestre? De la même image, oui, en tout cas de la même idée, quoi. Voilà, exactement la même idée. Parce que toi, tu es serial entrepreneur. Alors, c'est un grand mot, serial entrepreneur, mais j'ai en tout cas essayé quelques entreprises et beaucoup qui ont échoué, certaines qui ont réussi, mais t'apprends à peu près la même chose. Mais c'est effectivement, je crois que c'était dans un podcast, je sais plus, mais au départ, justement, quand c'est ton bébé, quand tu l'as justement dit, c'est quelque chose, tu as vraiment envie de prendre à cœur, c'est ton projet, tu veux tout savoir, tu veux tout contrôler, tu veux aller dans tous les fields, surtout spécialement le marketing, parce que le marketing, c'est l'image de la société. Ouais. Et du coup, tu as envie que cette image, c'est exactement ce que tu as envie. La comptabilité, encore, ça va, tu vois, parce que la plupart des gens, ils trouvent ça relativement ennuyant, du coup, ils arrivent à déléguer facilement, mais le marketing, ça devient difficile. Et savoir, justement, l'analogie de l'orchestre, il est très bien, parce que tu dois pas savoir comment jouer de la flûte, mais tu dois savoir comment est-ce qu'elle sonne, tu dois savoir justement quelle est sa résonance, tu dois aussi savoir les notes, et mettre tous les instruments ensemble pour avoir une belle mélodie. Et c'est exactement ça. Ouais, et c'est une vraie complexité, parce qu'en fait, on nous forme pas à être entrepreneur, et on est dans une société aujourd'hui qui commence à aller de plus en plus dans cette ère-là d'entreprendre et de la jeunesse entrepreneuriale, etc. Mais on est en 2024, on commence depuis 4 ans peut-être. Donc nous, c'est-à-dire que nos générations à nous, pas les générations futures, encore qu'on a peut-être une génération qui nous sépare ou une demi. 2-3 ans à peu près. Ah ouais? Non, pas du tout. Non, je crois qu'on a 10 ans. Ouais. On a 10 ans. C'est sympa pour moi, mais il y a quand même 10 ans, c'est une demi-génération, quoi. Et ces générations-là, jusqu'à nous en tout cas, jusqu'à moi, jusqu'à vous, on est des générations qui avons baigné dans le salariat, on nous forme pour être bon dans quelque chose, dans lequel on nous donnera une petite récompense à la fin du mois, voire une grande. Ça doit pas trop déborder, ça doit pas être trop bon, ça doit pas être trop mauvais. Si tu es trop bon, le collègue il est jaloux. Si tu es trop mauvais, tu te fais licencier. Si tu as un trop haut salaire, le banquier s'inquiète. Si c'est trop peu, il ne te laisse pas de crédit. Donc en fait, on est dans une société où on nous a bordé, on nous a demandé de ne pas sortir du cadre. On nous a demandé de ne pas être trop brillante, pas être trop fou, pas être trop nul, pas être trop dépensier. On veut qu'on soit, et ça c'est mon idée, j'engage personne, mais pour moi on était dans des sociétés où on nous demandait d'être moyen partout pour pas dépasser du cadre. Pourquoi pour pas dépasser du cadre? Parce que quelqu'un qui dépasse pas du cadre, on le contrôle bien. Et aujourd'hui on est dans des sociétés où on nous dit maintenant tu peux dépasser du cadre, et alors là dans tous les secteurs on dépasse du cadre, peut-être même un peu trop, c'est toujours comme ça les révolutions sociétales.
Et on nous dit, si tu veux, voilà, si aujourd'hui tu veux être quelqu'un d'autre, tu peux être quelqu'un d'autre. Tu étais une femme, tu veux être quelqu'un d'autre. On nous laisse complètement déborder. Et dans l'entrepreneuriat, pareil, on nous dit, voilà, tu as 20 ans, mais monte des boîtes. Les levées de fonds, moi, à mon époque, avant d'emprunter à la banque, fallait l'avoir talonné, la banque. Aujourd'hui, on fait des levées de fonds avant même que la société ait généré ses premiers fonds. Donc, on est dans une société qui va fonctionner différemment, qui fonctionne différemment. On pousse les entrepreneurs, et ça, je trouve ça génial, mais on ne les forme pas. Oui. Et pareil pour les gens du digital, pour le digital en général, on est tous obligés d'être digitalisés. C'est-à-dire qu'en fait, l'ancien directeur de chez Michelin, les pneus Michelin en France, parce que je suis française... on connaît. Voilà. C'est hyper... c'est des métiers qui sont hyper anciens, qui ne sont pas digitalisés. Même le directeur marketing de chez Michelin, il doit être digitalisé. Il doit passer par le digital parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour exister, pour l'acquisition de clients, pour contrôler tes centres que tu as partout en physique, etc. Donc, en fait, les gens qui n'étaient pas dans le digital doivent s'y mettre. Les jeunes qui viennent sur le marché du digital doivent connaître le digital, mais juste toucher du doigt parce qu'en fait, tu ne peux pas maîtriser tous les secteurs. Donc, en fait, pour moi, il y a un vrai problème d'apprentissage. On a besoin de former beaucoup plus à tous les métiers du digital et pas juste je fais du marketing digital parce que ça ne veut rien dire. Concrètement, ça ne veut rien dire. Et on doit former aussi à l'entrepreneuriat. Et entreprendre, c'est une sacrée aventure, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer, mais que pour se lancer, il faut se back-upper. Et se back-upper d'une certaine façon, c'est-à-dire essayer de connaître un petit peu la roadmap qu'on va commencer à pénétrer. C'est-à-dire qu'en fait, pas dire c'est bon, je me lance, parce que là j'en ai marre et je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Encore qu'on peut le faire, mais c'est plus difficile que si on a mûri le projet, on a réfléchi à quelle est sa roadmap, qu'est-ce que je vais proposer, quelle est ma valeur ajoutée, qui je vais rencontrer comme concurrent, à qui je vais m'adresser pour sous-traiter la partie digitale, est-ce que je vais la sous-traiter, est-ce que je ne vais pas la sous-traiter. En fait, commencer, avant de se lancer, à poser un cadre qui va permettre en fait qu'on se noie moins, quand bien même on se noiera quand même. Mais voilà, ça c'est ce que je dirais à l'entrepreneur. Après, sur l'aspect digital pur ou marketing pur, ce que je dirais à l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il doit bien avoir compris qui il est. Est-ce que vous êtes un magasin? Est-ce que vous êtes un e-commerçant? Ou est-ce que vous êtes une marque? Parce qu'en fait, une marque et une enseigne, elle va avoir besoin de branding pur, elle va avoir besoin d'exister. Demain, tu te lances dans l'énergie renouvelable, tu as besoin d'exister dans la tête des gens de façon perpétuelle, avant même de vendre, avant même d'essayer de pénétrer le marché, etc. Tu dois exister, tu dois faire du branding quand tu es une enseigne. Quand tu es un e-commerçant, tu vas devoir vendre. Ton but, c'est de vendre en ligne. Pour vendre en ligne, tu dois exister à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras pas quelqu'un qui va venir sur ton site internet parce que tu es bien référencé sur Google. Même si tu es bien référencé sur Google, si on ne te connaît pas, on ne clique pas. Donc, tu vas devoir faire du branding, mais du branding au service de la performance. Tu vas devoir exister pour que ta performance digitale et pour que tous les leviers derrière que tu vas actionner, que ce soit de l'emailing, que ce soit du retargeting, que ce soit du référencement, que ce soit les réseaux sociaux, tous les leviers que tu vas actionner vont pouvoir fonctionner plus ou moins, si ton branding est bien fait. Donc là, ton branding, tu vas devoir le faire au service de la performance en ligne. Maintenant, si tu es un magasin, tu vas devoir faire du branding à nouveau, parce qu'en fait, on doit toujours en faire, mais au service d'un client qui va venir dans ton magasin. Donc, tu vas devoir te servir d'Internet pour faire venir quelqu'un à l'extérieur d'Internet. C'est encore un autre défi. Pour le faire venir, on fait du drive to store, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer la demande en ligne pour la redistribuer dans un magasin. Et alors là, en fait, c'est la même chose. Il va falloir exister plus que les autres sur le digital, exister mieux que les autres et comprendre les mécaniques de drive to store, c'est-à-dire comment faire venir les gens, et les mécaniques de géolocalisation. Parce que dans le digital, on a la possibilité de géolocaliser les gens par tous les leviers, par du SMS, par du mailing, par de l'advertising, par tout ce qu'on veut. Et ensuite, de redistribuer cette géolocalisation en publicité performante pour ensuite générer un prospect, parce que c'est pas dit qu'il achète dans ton magasin. Donc en fait, moi je dirais aux entrepreneurs, qui vous êtes, en fonction de qui vous êtes,
quel budget vous avez. En fonction de ces budgets-là, quel levier on va choisir. Et en fonction de ces leviers-là, commencer à regarder la réaction des leviers qu'on a actionnés, être très vigilant sur les ROI, les retours sur investissement de chacun des leviers, et en tirer ses propres conclusions. Parce qu'en fait, quand tu as actionné 5 leviers, demain, tu as ton site internet, tu as actionné du référencement, tu as actionné l'emailing, tu as actionné du retargeting, tu as actionné, tu as actionné du display, tu as actionné plein de choses. Tu as des résultats, ça parle, il y a des chiffres. Ces chiffres-là, ils vont te permettre de tirer des conclusions et d'améliorer ta prochaine strate. Donc en fait, c'est presque des maths le marketing. Quand on l'applique vraiment comme il faut en termes de stratégie et de gestion budgétaire, c'est des maths avec de l'intelligence derrière, quoi. Donc voilà, si je peux appeler ça un conseil pour un entrepreneur, je ne sais pas si c'est un vrai conseil. Ça l'est, en tout cas c'est très précieux. Et aussi être à l'écoute, je pense aussi d'autres entrepreneurs, c'est un des clés messages. Et une chose que j'aimerais juste ajouter avant qu'on conclue, c'est que quand on dit entrepreneur, il ne faut pas juste penser forcément à la personne qui a lancé un business il y a 30, 100, 500 millions. Toutes les personnes qui ont lancé leur boîte, qui ont passé dans l'aventure, on a tous vécu les mêmes difficultés, que ce soit à petite échelle, grande échelle. Parlez autour de vous, les personnes qui ont lancé des projets, qui ont lancé même des petits business qui paraissent tout bêtes. Hein. Les magasins, comme tu l'as dit, physiques, même les coiffeurs. Des fois, je suis surpris, je parle avec... à Renan, on a un kebab. Des fois, je parle au gars parce qu'en fait, on va dans le même fitness. Et il vit la même chose, enfin, il tient un kebab et il vit la même chose que moi de manière opérationnelle avec les supply chains, aussi le branding, etc. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à se mettre dans ce mindset-là et puis en discuter autour de nous, quoi. Alors, je sais qu'on a un peu dépassé nos 20 minutes de discussion, mais je trouve vraiment passionnant ce que tu racontes. En fait, merci. Je me rends compte qu'on a vraiment une passionnée du marketing aussi en face de nous et puis une grande experte. Merci. Et du coup, je profite en fait de ces 5 minutes en plus pour... je suis curieuse d'entendre en fait qu'est-ce qui, toi, personnellement, te passionne le plus dans le marketing ? Bon, alors normalement, c'est pas quelque chose qui se dit à face découverte parce que c'est un tabou dans le monde entier de parler d'argent, de parler du nerf de la guerre. Mais moi, ce qui me passionne, c'est pas un domaine. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas passionnée par le luxe, je ne suis pas passionnée par les banques, je ne suis pas passionnée par l'industrie pharmaceutique, je suis passionnée par la rentabilité. Ça peut paraître très vulgaire, mais en fait, je trouve que pour être rentable, ça requiert du génie. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit. Je suis quelqu'un qui aime les esprits, qui aime les têtes qui cherchent. Et en fait, je sais que pour trouver un business rentable, un modèle rentable, que tu sois le petit kebab dont tu parles, qui va trouver comment faire pour que en fait, son restaurant, ce soit pas juste un restaurant, mais qu'il soit franchisé dans le monde entier, ou que ce soit en fait le luxe qui est pas si rentable que ça, mais en fait celui qui arrive à tirer son épingle du jeu et avoir une rentabilité extrême dans le luxe, alors qu'on sait que les marges elles sont plus faibles que dans le mass market par exemple, ou que ce soit par exemple un acteur qui est sur le point de faire faillite ou en complet déclin d'image de marque et qui arrive à se redresser et à créer une rentabilité incroyable. Moi, je suis passionnée par le génie humain. Ce qui m'anime, c'est le génie humain. Donc en fait, c'est le cerveau d'un être humain. Et quand le cerveau d'un être humain et de plusieurs êtres humains montent une team qui vont dans un même bateau et qui rendent des sociétés performantes et rentables, grâce au marketing, mais pas que, parce qu'en fait, le marketing, il est dépendant d'autres choses. Tout est corrélé dans une entreprise. Je veux dire, le commercial est dépendant du marketing, qui lui est dépendant des fondateurs et de leur vision et de leur façon de sous-traiter, etc. Donc, moi, ma passion, c'est la rentabilité, mais c'est pas la rentabilité financière, parce que la rentabilité, c'est le résultat de plusieurs génies humains qui ont bien fonctionné. Ouais. Et ça, moi, ça me passionne. Et donc, appliqué au marketing, pour revenir au marketing, des strates qui fonctionnent bien, c'est passionnant. En fait, c'est des best case, comme on va prendre un Red Bull à l'école, on va t'apprendre, regarde la marque Red Bull, c'est un truc de fou. Il avait une boisson jaune qui ressemble à du pipi et qui sent pas bon et qui est un peu bizarre parce que c'est du taureau dedans, mais ça cartonne et voilà le best case.
ça requiert du génie et tu as envie ou pareil, Nespresso, les capsules Nespresso, enfin voilà, il y en a plein. Ça requiert du génie. Mais c'est pas que du génie d'avoir une idée. Très souvent, en fait, c'est toujours l'histoire de l'iceberg. On pense que c'est le gars, il a eu une idée, c'est les capsules de toutes les couleurs. Pas du tout. C'est pas une idée. C'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie de qui est ma cible, comment je vais la toucher, comment je vais lui prendre ses sentiments, comment je vais représenter le luxe dans le café. Et en fait, c'est tout ça, c'est toute cette stratégie qui fait la performance. Donc moi, ma passion dans le marketing digital, c'est de créer de la performance avec pas grand-chose au début, parce que ça prouve qu'il y a eu une vraie émulation intellectuelle. Ouais. Je sais pas si ça rentre dans le vif du sujet pour le marketing, mais c'est ça, quoi. Enfin, ma passion, c'est ça. Ça se voit, quand tu en parles, ça se voit. Oui. Ouais. Juste pour conclure, c'est marrant parce qu'il y a une semaine, on a analysé Nespresso justement sous le Business Canva. D'accord. Le Business Canva, c'est une méthode d'analyse d'entreprise pour voir en fait un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est exactement ça. Ils partent d'une idée... relativement bête, hein, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir cette image qu'ils ont aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont fait de la stratégie d'acquisition via les hôtels, via Georges Clooney, via tous ces leviers-là. C'est hyper passionnant. Et la deuxième anecdote j'ai 2 autres anecdotes que je voulais dire, c'est que quand j'étais dans la cosmétique, c'est un univers qui est vraiment très difficile à évoluer dedans. Il faut vraiment se trouver la bonne manière de faire l'acquisition. On n'a même pas réussi. Hein. Au final, on a fait faillite. Enfin, on a liquidé. Mais quelqu'un m'a dit une fois, tu me donnes 1 million, je te vends n'importe quoi. Et à ce moment-là, moi, ça m'avait choqué. Je suis en mode, de quoi tu parles? Genre, comment est-ce que tu peux, tu vois, genre, si je te donne un truc tout bête, un papier, comment tu peux marketer ça et le vendre? Et à un moment, plus j'avance, plus je me dis, en fait, tu as raison, c'est des mathématiques, tu vois. Peu importe l'objet que tu as, ton objet, il est bien ou il est mal. Si tu n'as pas la bonne approche marketing, tu n'as pas les bons leviers, tu ne vas pas réussir à le vendre. Mais par contre, si tu connais justement les formules, tu connais tous les outils, etc., tu vas réussir à vendre. Et il faut être ouvert à tout ça. Et le dernier point, quand tu disais tous les cerveaux qui se mettent ensemble, qui créent une intelligence collective, j'aime bien utiliser aujourd'hui pas les mots entreprise, mais le mot organisation, org en général, parce qu'au final, quand tu montes une boîte et que tu commences à mettre plein de cerveaux ensemble et qu'on commence vraiment à avoir cette intelligence collective, tu vois, on se dit, ok, toi tu vas apporter ça, toi tu vas apporter ça, on est comme un organisme en fait. Vraiment, chacun a son rôle à donner, chacun a sa brique à donner, et pour créer un édifice, quelque chose qui est vivant et qui va toujours évoluer. Et il faut garder ça aussi en tête. Complètement. Bah ouais, c'est ça. Et pour clore, parce que le sujet c'est le marketing, pour clore ce que tu dis et ce que vous dites, pour moi, le cœur du sujet et ce qui me passionne, c'est le marketing au service de la performance. Tu parlais de la vente. Le marketing au service de la vente, au service de la rentabilité. Parce qu'une entreprise, elle existe pour être rentable, pour pouvoir payer ses employés, pour pouvoir payer ses fournisseurs et pour pouvoir ensuite se rémunérer. Donc, elle n'existe que si elle est rentable. En tout cas, sur du long terme, elle n'existera que si elle est rentable. Pour être rentable, il faut vendre. Et pour vendre, il faut du marketing. Donc, en fait, le marketing est au service de la performance, qui est au service de ses employés et de ses fondateurs. End of the story. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Fiona. C'était super passionnant. Ouais, moi aussi. Super. Merci bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. À bientôt.